Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro thérapie. On en a l'habitude depuis le début de saison. Voilà, il a fallu se motiver quand même pour revenir sur le match d'hier soir qui a vu l'OGC Nice perdre une nouvelle fois en Coupe d'Europe sur le même score que l'AS Rome, 2-1 du côté d'Istanbul contre le Fenerbahçe. Un match sur lequel nous allons revenir. Voilà, on a noté certaines choses. On n'a pas fait le débrief contre le PFC. J'avais noté certaines choses, mais très franchement, euh, eh bien, euh, voilà, ça a manqué, je pense, de volonté de ma part. Et puis parce qu'en ce moment, c'est à chier. Voilà, on va pas se le cacher. Franchement, c'est très compliqué. On aime notre club plus que tout, mais on vit pas forcément une période extrêmement réjouissante, autant sur le terrain que, j'allais dire en dehors, non, mais on sent que voilà, on est encore dans une période délicate, mais quand même une période qui sportivement, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas mangé autant de caca à regarder l'OGC Nice. Honnêtement, ça fait 2 mois pleins où on cherche voilà, les séquences de 20-25 minutes, les mi-temps, entre guillemets, de référence, tant on n'est pas bon. On n'est pas bon défensivement, offensivement, dans tous les secteurs de jeu, physiquement, techniquement. C'est une abomination, honnêtement, pour voilà, les fans de football, parce que bon, on est fan de l'OGC Nice avant tout, mais on aime quand même ce sport qu'est le football. Vous consommez peut-être un peu de football ailleurs, vous avez sans doute regardé aussi la Ligue des Champions cette semaine. Voilà, un peu de sérum en intraveineuse qui vous permet de vous rassurer sur le fait que finalement le football est un beau sport et qu'il peut être bien joué et qu'on peut également vivre des émotions, même si ce n'est pas directement notre club. Dans cette émission qui risque d'être extrêmement décousue, je ne vais pas être agressif, je ne vais pas être violent. Voilà, vous l'avez vu, Fenerbahçe versus Nice, résignation. C'est le terme, en fait, concrètement, on n'est ni déçu ni surpris de ce qu'on a vu. On est dans la continuité finalement des semaines vécues, voilà, dès le démarrage de cette saison. Donc on va revenir sur le match parce que mine de rien, il y a quand même des choses à dire. Donc défaite de Buzyn, je l'ai dit, et déjà au démarrage, la surprise, c'était ce dispositif. Je crois bien que c'est peut-être la première fois depuis que Francaise est à l'OGC Nice qu'il démarre en 4-3-3, vraiment de ce type-là, point de basse. On avait vu le 4-2-3-1 en fin d'année civile 2024. Là, on était vraiment sur un 4-3-3, point de basse, avec Van Hout, Sentinelle, deux milieux de terrain, donc Tom Loucher et Morgan Sanson, une défense à 4, Klos, Djoumaba, Opong, Melvin Barr avec le brassard de capitaine, Yevan Diouf gardien, et devant donc on avait un trio Boga à gauche, Thiago Gouveia à droite et Kevin Carlos qui a été d'ailleurs auteur de son premier but avec nous en pointe. C'est une surprise. Voilà, je vais pas faire enfin, mentir ou quoi. Je me suis dit pourquoi pas. De toute manière, à quoi bon rester sur ce dispositif du 3-4-3, du 3-5-2 qui a si peu de garanties fin septembre, début octobre, que finalement, peut-être que il va y avoir un déclic, mais le mal paraît tellement plus profond lorsqu'on voit la performance de notre club. Mais soit, je pense que peu importe le dispositif, on voit quand même que lorsqu'on a vraiment un milieu composé de 3 joueurs, suivant la disposition, suivant lorsque c'est un double pivot avec un 10 ou un 6 avec 2-8, il y a quand même un peu plus de facilité, j'ai l'impression, même si tout est relatif, hein, à ressortir le ballon, à trouver des circuits de passe, même si vous avez vu le match d'hier, vous avez vu la quantité de déchets techniques, mais quand même, on est un peu moins démuni, j'ai l'impression, à la première relance, et surtout, ça limite le travail dans ce domaine-là de la charnière Opong-Djoumaba, qui voilà, est une charnière qui est extrêmement limitée, footballistiquement parlant, disons-le, hein,
C'est un problème. C'est un problème de ne pas pouvoir permettre de remplacer Dante dans ce secteur de jeu. Je rebranche en même temps que je vous parle le chargeur de l'ordinateur, tout va bien, on y est. Donc ce dispositif, pourquoi pas? Il y en a certains qui trouvaient ça, optimiste, un peu positif, d'autres qui ne comprenaient pas pourquoi on n'avait pas ce dispositif-là. Pour moi, en fait, ça indique quand même une chose très importante. J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment une volonté de Francaise, du moins, je n'ai pas vu une déclaration passer de ce type-là par rapport à cette volonté de s'adapter vis-à-vis du dispositif du Fenerbahçe, parce que ça jouait en une sorte, quoique ça aurait pu, 4-2-3-1 ou 4-3-3 également. On était sur deux dispositifs assez miroirs. Moi, j'ai surtout l'impression, encore une fois, je peux me tromper, mais que ça tâtonne. Ça tâtonne tactiquement, ça tâtonne par rapport au choix des joueurs. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est ton numéro 9 titulaire. Les cadres qui sont censés être tes valeurs sûres ne t'apportent aucune garantie. Klaus, Barr, les jeunes joueurs qui sont arrivés depuis peu de temps, qui sont censés être normalement tes seconds couteaux, n'apportent pas de garantie sur le terrain. Les joueurs qui ont quand même quelques années d'expérience ne sont pas bons. Un Diop, il est sur courant alternatif. Sanson, tu sens qu'il n'est pas encore à 100% et que à tout moment ça peut se péter. Enfin bref, on va pas faire un détail individuel, mais globalement, ce choix s'explique, je pense, par un coach qui n'arrive pas pour l'instant à remobiliser un groupe. Et ça, on parle uniquement de la dimension tactique, mais mentalement, on parle beaucoup de cette dimension mentale qui fait défaut, je pense, à ce club depuis des années. Ça ne date pas de Francaise. Cette volonté aussi de se faire mal, d'aller au combat et par moments finalement de compenser ce manque de foot par une volonté supplémentaire, une dimension vraiment de guerrier qui te permet en fait je vais pas dire, de déplacer des montagnes, c'est un peu trop gros, mais finalement de te mettre à niveau, Et ça, finalement, à l'OGC Nice, on ne le vit jamais. Ou alors on le vit à certains moments. Voilà, tu gagnes au Parc des Princes. Voilà. Tu gagnes contre Paris à domicile. Voilà. Tu fais quelques petites perfs comme ça en Ligue 1 qui te font dire que tu peux, à des moments exceptionnels, te hisser finalement au niveau de certaines équipes. Mais par contre, le fossé, il est intersidéral, abyssal en Coupe d'Europe. Il n'y a aucun progrès. Ça fait 14 matchs. 14 matchs qu'on n'a pas gagné un match en Coupe d'Europe. Je crois que c'est sans doute le deuxième match contre Tiraspol en Conference League avec Digard. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'on se situe à cette période-là. Rendez-vous compte, voilà, un club qui est depuis une dizaine d'années finalement, qui se targue d'être régulièrement européen finalement pour ne pas gagner depuis 2 ans dans cette compétition. Voilà, honnêtement ça pose question sur le projet, mais surtout sur cette culture club. Finalement, comment est-ce possible? On voit des Lille, on voit même Strasbourg avec le mercato qu'on connaît, mais quand même qui arrive à faire des performances. On voit Lyon, alors qu'il y a une certaine expérience européenne, mais on ne parle plus du Lyon du début des années 2000. Je veux dire, voilà, le mal semble extrêmement profond dans ce club. Il se situe à différents étages sur lesquels on va essayer de revenir. Mais surtout, la face visible de l'iceberg, sans parler de mercato, de choix tactiques, etc., c'est le niveau, je pense, intrinsèque des joueurs qui, aujourd'hui, ne te permet pas de gagner contre le Fenerbahçe qui n'a pas montré grand-chose. C'est ça le truc, c'est que l'AS Rome, tu te dis, bon, allez, Gasperini, nouveau projet, etc., tu as quand même des joueurs, je pense, top classe européenne. Fenerbahçe, tu as quand même des joueurs, alors sur le papier, effectivement, des joueurs qui
voilà, ce sont des noms, Skriniar, El Nesseri, il y a quand même eh bien cet ailier dont j'ai oublié le nom qui te met quand même un doublé, ancien du Benfica notamment. T'as du Fred, t'as du Archie Brown, je pense bien sûr à Berti qui nous l'avait présenté, hein. Il y a, je crois, de ça peut-être 1 an et demi, 2 ans, latéral gauche qui venait de Belgique. Bon, euh, ce sont de bons joueurs, mais voilà, qui connaissent aussi un début de saison compliqué, changement de coach, arrivée de Tedesco. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, gagner contre l'OGC Nice, et qui que tu sois Le Havre, Brest, Fenerbahçe, la Roma, il ne, il ne faut pas réaliser une grande performance pour pouvoir gagner un match contre Nice. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que qui que tu sois, tu as tes chances. Qui que tu sois, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir des situations, un temps faible, où tu vas avoir et constater que le secteur défensif de l'OGC Nice, c'est un cimetière. Donc, aujourd'hui, voilà, le distributeur de points dans la Coupe d'Europe a encore été extrêmement généreux avec Fenerbahçe qui sort quand même d'une défaite au Dynamo Zagreb où ils se sont fait laver. Voilà. Donc ils étaient quand même dos au mur. Et puis contre nous, sur le papier tu te dis 2-1, bon ça va, c'est une défaite quand même qui est assez honorable. Ouais, mais c'est tellement, tellement petit, c'est tellement peu ce qu'on a vu. C'était un match quand même qui n'était pas de bonne qualité des deux côtés. Mais à ce jeu-là, Nice n'a pas su l'emporter. C'est-à-dire que même dans le cas où tu as un adversaire qui est clairement à ta portée, que tu as des situations, tu ne peux pas hausser un minimum ton niveau de jeu collectif pour te permettre de débloquer une situation ou d'aller égaliser. Tu croises tout ce que tu peux, tous les membres de ton corps pour avoir un penalty. Voilà, alors j'ai lu, ouais, il y avait main de Nesseri, oui, ouais, ouais, on peut la siffler. Putain, t'attends un penalty toutes les semaines pour pouvoir espérer marquer un but. Non, mais il y a ça aussi. Il y a ça aussi. 18 buts concédés depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. 10 buts inscrits. Voilà. On est à 10 matchs officiels joués depuis début août. On est à quasiment 2 buts pris par match. Voilà. Aujourd'hui, on a un niveau individuel qui est défaillant, des cadres qui ne sont pas bons, des recrues qui ne donnent pas satisfaction, un projet de jeu collectif qui n'est pas bon du tout. Mais surtout, c'est une des forces de l'OGC Nice depuis j'ai envie de dire les années Vieira, mais même, je pense, sous Puel, c'était un secteur de jeu dans lequel on avait des garanties, on a toujours été bon, peu importe l'entraîneur, c'est le secteur défensif. C'est, qu'on se le dise, hein, peu importe les entraîneurs, peu importe les saisons, tu regardes, on est toujours top 5 meilleure défense. Même dans des saisons abominables, hein, tu es top 5, alors abominable peut-être pas, mais en termes de proportion sur les 10 dernières années, Nice, c'est top 5 meilleure défense. Et là, en fait, tu galères à marquer, mais surtout, tu n'as absolument pas cette garantie défensive qui te permet, par moment, de faire un clean sheet. Voilà. De récolter un match nul. Là, voilà. C'est-à-dire que c'est ça que moi qui m'inquiète le plus, alors collectivement parlant, c'est de me dire que défensivement, on est dégueulasse. Voilà. On est dégueulasse défensivement et ça s'est matérialisé en fait dès l'entame du match. Comment c'est possible qu'à partir de la 2e minute de jeu, alors qu'il y a 0-0 et que tu joues à l'extérieur, tu as une ligne défensive déjà qui n'est pas alignée. On joue à 4 derrière, qui n'est pas alignée, premièrement, et qui joue le hors-jeu sur la ligne médiane. Est-ce qu'il faut vraiment rappeler le fait que le hors-jeu, du coup, passer la ligne médiane, du moins avant la ligne médiane, il n'y a pas de hors-jeu. On a un bar qui est là, on a un Klos qui est là, on a les deux centraux qui sont alignés. Le placement défensif sur le premier but turc, il est catastrophique. Il est catastrophique. C'est une honte absolue à ce niveau-là d'être tout en dilettante totale. Alors que tu sais quand même que devant il y a de la qualité. Et tu sais aussi que, mine de rien, alors c'est dur je pense de lui en vouloir là-dessus parce qu'il n'est pas loin de réaliser l'arrêt, mais Diouf n'est pas du tout dans une bonne période. Il n'est pas loin de réaliser l'arrêt, ça va vite au sol.
Mais voilà, il n'a pas la réussite, quoi. Tu sens qu'il est dans le creux de la vague, qu'il n'est pas du tout en confiance, que le jeu au pied, il n'est pas bon, voilà, et qu'il n'arrive pas à être décisif. Voilà. Je pense qu'un Diouf en confiance n'encaisse pas le premier but. Un Diouf en confiance arrive à te sortir la balle. Un Diouf en confiance est peut-être un peu plus inspiré sur le deuxième but aussi. Voilà. Alors la balle est contrée. C'est Djoumaba qui la contre. Mais c'est lunaire. Lunaire. C'est-à-dire que on est des supporters, on est résigné aujourd'hui pour plein de choses et pas uniquement de ce qu'on voit sur le terrain. Mais quand même, on a ce côté un peu, tu sais, mémoire de poisson rouge où tu te dis, allez, on reset, on oublie ce qui s'est passé la semaine dernière, on oublie ce qui s'est passé il y a 3 jours, on y croit, c'est un nouveau match avec peut-être, voilà, un sursaut d'orgueil, une nouvelle dynamique. Putain, 2 minutes de jeu, t'as même pas le temps de respirer, t'as même pas le temps de poser ton gros cul sur le canapé que, il y a déjà un but, quoi. Donc, lunaire, donc tu cours après le score, Fenerbahçe fait pas grand-chose, t'as ce deuxième but où ça court à côté, où en fait tu constates que défensivement c'est vraiment vraiment très très compliqué, quoi. Alors il y a des associations, tu vois, voilà, au Pongba, on a du Mendy aussi, ça joue à 3, ça joue à 2, il y a des repères à créer, mais honnêtement, il y a trop d'éléments depuis le début depuis le début de la saison où tu te dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors bien sûr, l'absence de Dante fait que tu n'as pas on va dire ce capital confiance qui se diffuse dans ta charnière, c'est sans doute le cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas un aveu d'échec que de constater que ton pilier de la défense, parce que c'est le cas, il a 41 ans et il peut plus enchaîner. Il peut plus enchaîner. Et t'as pas du tout préparé sa succession. C'est-à-dire que tu as recruté des joueurs voilà, à des prix sans doute intéressants. Quoique Djoumaba, je pense qu'il y a quand même un salaire qui est important qui est versé à City. Une catastrophe Djoumaba, lui aussi. Mais voilà, t'as personne qui a le profil de Dante, t'as personne qui a cette qualité de pied, qui est gaucher aussi, t'es obligé de décaler Barre, qui par défaut joue défenseur central axe gauche. Enfin bref, ce secteur défensif fait flipper. Et je vous invite d'ailleurs à ce propos, une vidéo qui vient de sortir de DataFoot. Les gens qui sont sur Twitter connaissent sans doute ce compte, et pour les plus fidèles, c'était donc Daniel qui était venu pour nous présenter à l'époque Jérémy Boga. Il nous avait présenté Jérémy Boga lors de sa signature chez nous, et il nous avait apporté, on va dire, des éléments statistiques, puisque c'est son métier. Il a une chaîne YouTube, et il a détaillé image par image, voilà, des captures d'écran, tous les buts pris par l'OGC Nice en analysant le comportement défensif de certains joueurs sur les buts pris. On a tous les buts pris, Toulouse, Brest, Benfica. Donc je vous invite forcément à aller la voir, parce que là, pour le coup, je vous en parle. Il faut aller la voir, honnêtement. Je l'ai regardé et c'est extrêmement inquiétant. C'est inquiétant parce que on sent que c'est pas uniquement une affaire de tactique. On sent que y a des joueurs qui ne sont pas du tout concernés, qui ne semblent pas du tout concernés par ce repli défensif, par cette course supplémentaire, et par le fait que effectivement, ce serait peut-être judicieux de ne pas être aspiré uniquement par le ballon, mais en anticipant certaines courses. Voilà. J'ai l'impression que c'est une forme on va dire de compréhension du jeu et d'intelligence par rapport à certaines choses. Voilà, après peut-être qu'on a des joueurs qui sont en manque de confiance, peut-être on a des joueurs qui ont lâché le coach, peut-être qu'on a des joueurs qui ne sont pas physiquement prêts, bref, il y a plein d'éléments. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce travail de qualité de DataFoot, c'est que Nice, sur les buts pris, est en surnombre. C'est-à-dire que vous avez en tête le premier but de Ajorc contre Brest, Nice est en surnombre. Mais Nice ne sait pas comment bouger, j'ai l'impression, lorsqu'il n'a pas le ballon dans les pieds. Et même lorsqu'il l'a, c'est hésitant. Mais là,
Voilà, totalement aspiré par le ballon. On a un Djoumaba qui est uniquement sur Del Castillo et qui ne voit pas le Ajorc dans le dos. Idem, je crois que c'est le premier but contre Benfica qu'on prend à la maison avec le centre de Dedic. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment un comportement défensif de joueurs naïfs qui se font prendre, mais vraiment comme des bleus. C'est facile aujourd'hui déjà de gagner contre l'OGC Nice, mais surtout de marquer des buts. Voilà. Donc je m'égare un peu, mais toute la rubrique défensive de l'OGC Nice depuis le début de la saison, elle est détaillée dans cette vidéo. Et voilà, c'est extrêmement complet, c'est un travail de qualité et il faut aller, je pense, aussi soutenir ce type de vidéo, c'est important. Donc j'ai parlé du premier but, voilà, Klose aux abois complètement, on reviendra sur le match de Jonathan Klose en détail. Melvin Barr aussi, pas du tout positionné, Diouf, pas décisif aussi. Ce deuxième but aussi, franchement, il fait chier, voilà, il fait chier, clairement. Bon, il y a ce but, cette main, ce but de Kevin Carlos où tu te dis que voilà, peut-être que par un alignement des constellations, tu peux effectivement faire un résultat. Euh, et ça me fait venir à un point quand même qui me semble important. Euh, tu es plutôt bien, je trouve, sur la deuxième mi-temps. Tu commences à te procurer des situations, alors pas des situations nettes, mais quand même. Et là, 67e, 66e, patatras, changement de dispositif, retour à 3 derrière, deux attaquants axiaux, entre guillemets, alignés, Terem Moffi, Jérémy Boga, Sofiane Diop au poste de numéro 10, le collectif totalement chamboulé, les joueurs changés, alors qu'il y ait des remplacements, je le comprends complètement, mais qu'est-ce que tu nous fais, en fait? Qu'est-ce que tu nous fais? À ce moment-là du match, on est plutôt bien, on a un peu d'ascendant sur Fenerbahçe, et on se procure voilà, une ou deux situations. Je n'ai pas compris du tout la lecture du jeu, la lecture du match pardon, de Francaise là-dessus. Voilà. Autant je peux comprendre le coup de poker, le changement de dispositif, le fait de mettre un milieu à 3 avec une sentinelle, de mettre Gouveia dans un poste peut-être un peu plus naturel. Je le comprends au démarrage. Par contre, repasser à 3 derrière comme si... Alors, vous allez me dire, oui, 3 derrière, c'est pas forcément, on va dire, plus défensif. Mais à ce moment-là, tu fais rentrer Abdi, ok, tu fais rentrer Shaw, du coup, après, à la place de Boga sur le côté gauche. Alors que Shaw, on le connaît, on sait quand même qu'il a des repères beaucoup plus à droite qu'à gauche. Enfin, j'ai rien compris. Je n'ai strictement rien compris. Et alors, j'ai pas jugé sur l'instant. Je me suis dit, peut-être qu'il a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Peut-être que, voilà. Pour moi, il s'est complètement vautré, Eze, là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'il a tâtonné là aussi. Il avait sans doute une idée derrière la tête. J'avoue que je ne me l'explique pas. Je pense qu'il y avait peut-être une volonté aussi d'occuper beaucoup plus les côtés avec des joueurs de côté et de donner peut-être un peu plus de liberté, notamment à Joe Klose et à Ali Abdi, de par leur profil extrêmement offensif de contre-attaquant, etc. Seulement, à ce moment-là du match, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais à ce moment-là du match, Joe Klose, il fait quoi comme rencontre? Il est catastrophique. Défensivement, offensivement, dans les intentions, dans tout ce qu'il a entrepris, c'est un match où il est zéro. Voilà. Donc ça me fait doucement rire. Puni contre la Roma, de retour contre le PFC avec le brassard, catastrophique contre Fenerbahçe. Il nous fait quoi là, Jonathan Klose là? Je veux dire, à la limite, tu t'en fous de Nice, tu t'en fous du maillot. Pense à la Coupe du Monde. Pense à la Coupe du Monde, Klose. Voilà, ça c'est un truc qui doit quand même te tenir en haleine. Tu es quand même un sportif de haut niveau. Là, ce que tu nous montres depuis août, c'est pas bon. C'est indigne d'un défenseur latéral international français qui a une carte à jouer pour jouer une Coupe du Monde. C'est indigne de ce joueur qui, pour le coup, c'est peut-être le joueur qui a le plus de garanties, qui a un CV peut-être le plus important dans l'effectif avec Dante. Mais là, honnêtement, c'est pas possible et ça me fait d'autant plus chier que
la semaine dernière, voilà, on sait ce qui s'est passé, on sait la sanction, derrière on lui donne le brassard, et après il nous pond ça contre Fenerbahçe. C'est pas possible. C'est, c'est pas possible, et ça ne vient pas, c'est pas un mauvais match. C'est une succession de mauvais matchs depuis le début de la saison qui sont extrêmement préoccupants, comme ceux d'ailleurs de Melvin Barr, hein. Voilà, je pense, hein, il ne porte pas le brassard le porte. Et voilà, on dit souvent qu'il y a certains joueurs, je ne sais même pas si c'est ça, hein, mais il y a certains joueurs qui sont peut-être pas en capacité, ou qui, voilà, qui ne peuvent pas porter le brassard parce que ça donne peut-être trop de responsabilités, trop de pression, etc. Je ne sais pas si c'est le cas de Melvin Barr, mais en tout cas, enfin, qu'il ait eu le brassard ou pas sur le début de saison, là aussi, c'est extrêmement compliqué le début de saison. Extrêmement compliqué. Il y a peu de choses à se mettre sous la dent. Hier, combien de fois il est monté sur son côté gauche? Combien de fois il a apporté du surnombre offensivement? Combien de fois on s'est dit putain, Barre nous fait une action à la barre, un retour défensif salvateur, un duel gagné. Il est totalement amorphe. Voilà, il est absent en fait. On sent qu'il traverse les matchs tel un fantôme. On ne sent pas le joueur avec la niaque. Voilà, même quand il est un peu mieux contre la Roma, je sais pas, t'as un point rageur en face de la tribune, en face de la Sud, t'as l'impression qu'il est annihilé. Voilà, il y a un truc qui l'annihile en ce moment. Alors bon, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans les instances du club, on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. On peut que supposer, encore une fois, je suppose, je me mets à la place de Joe Kloss, je me mets à la place de Melvin Barr, je regarde le mercato du club, je me dis non mais attendez, c'est quoi ce délire? Avec les départs importants que le club a connus, comment c'est possible de nous pondre un truc aussi ignoble? Voilà, parce que le mercato de l'OGC Nice, c'est une catastrophe industrielle. Voilà, une catastrophe industrielle, des sommes malgré tout importantes qui ont été investies, et un rendement qui est non pas insuffisant, qui est totalement absent. Alors que tu pouvais légitimement penser qu'un Yevan Diouf t'apporterait des garanties. 20 août, je le sauve un peu parce que je considère que pour le coup, à la différence d'autres joueurs, même si ces dernières sorties ne sont pas grandioses, ça reste quand même peut-être un joueur à qui on peut difficilement reprocher des choses. Mais voilà, je pense que là, il y a un gros caillou dans la chaussure. Les joueurs n'arrivent pas, enfin, ne suivent pas. Voilà, il n'y a plus cette adhésion collective vraiment au projet de jeu. J'ai ce sentiment-là. Comme si en fait les joueurs avaient lâché, ou avaient compris que de toute manière cette saison ils ne feraient pas grand-chose. Ouais, mais attends. Enfin, si c'est le cas, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc ce changement tactique, je ne l'ai pas compris. Alors forcément, à la fin du match, c'est facile, hein. Tu as quand même voilà, les éléments qui te permettent de dire que c'était mal senti. Mais au-delà du fait que ça ne nous ait pas permis d'égaliser, on n'a rien produit. On n'a rien produit. Donc j'ai parlé de ma grosse inquiétude par rapport euh, au secteur défensif, donc à cette dimension, on va dire, collective. Et ça m'inquiète encore plus que la dimension offensive. Parce que si tu n'arrives pas à marquer des buts, eh bien assure-toi quand même de ne pas en prendre. Voilà, de toute façon, il faut être pragmatique. On n'arrive pas à en marquer, c'est clair, on n'arrive pas à faire un mouvement vraiment fluide, mais surtout, on n'arrive pas à ne pas en encaisser. Voilà, on n'arrive pas à avoir cette force défensive qui faisait vraiment une de nos qualités depuis un certain nombre d'années, et, euh, et c'est extrêmement inquiétant. Maintenant, voilà, je voulais quand même évoquer quand même quelque chose en particulier. C'est cette qualité technique, de cette équipe. Euh, alors oui, il y a peut-être un message, il y a peut-être voilà, des choses collectivement à travailler. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une affaire vraiment du dispositif, et je suis même pas sûr que ce soit, même si Hez a sa responsabilité, c'est évident. Aujourd'hui, on a un déclassement brutal de notre équipe. Lorsque tu vois
les circuits de passe, des choses simples, en une touche, ce n'est plus possible. Des triangles de passe, voilà, des choses extrêmement simples. Lorsque ton défenseur va toucher un milieu de terrain, qui va remettre au latéral qui est lancé ou qui va trouver un appui pour chercher un décalage, des choses qu'on arrivait plus ou moins à bien faire l'année dernière, on ne voit plus rien de ce type-là. C'est extrêmement compliqué de faire des transmissions. Tu as l'impression que le ballon, il brûle. Voilà, il y a eu un nombre incalculable de ballons jetés. On ne sait pas quoi en faire. On va mettre un parpaing sur Kevin Carlos qui va essayer de gratter un ballon avec son physique. Alors bon, il a un physique de déménageur, mais bon, il n'a pas non plus la finesse technique justement pour pouvoir jouer de son corps et en même temps pouvoir créer un décalage. Quoique j'ai trouvé quand même que dans l'utilisation du ballon, même si ça reste limité par séquence, il y a quand même du mieux. Moi, c'est vraiment ça. Les joueurs qu'on a, enfin, franchement, enfin, c'est pas possible à ce niveau-là de ne pas être en capacité de produire des mouvements. Voilà. De produire des mouvements offensifs et de marquer surtout dans le jeu. Vous avez sans doute les quelques buts marqués depuis le début de saison. J'ai en tête le but de Boga contre Auxerre, voilà, le centre de Loucher, etc. On a quoi? On a le CSC ensuite contre Auxerre. On a le centre de Mofi qui intervient suite à une frappe repoussée. Voilà. Le but contre Nantes, c'est un exploit individuel. Enfin, en fait, la moitié des buts qu'on a marqués, c'est penalty ou des buts vraiment, non, pas non travaillés, mais qui ne sont pas issus d'un mouvement collectif où tu te dis c'est bien joué, on a mérité de marquer ce but parce que c'est le résultat d'une action collective de qualité. On ne demande pas un Barça 2009, on demande simplement à ce qu'il y ait un semblant d'entente par rapport à nos milieux de terrain, nos joueurs offensifs. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Tant on est limité, cette équipe est totalement limitée et c'est terrible. Et ça prend d'autant plus d'ampleur cette nouvelle déconvenue européenne que en fait t'es la seule équipe française à avoir perdu. Alors on s'en fout, hein. Mais bon quand même, on aime le football, on regarde ce qui se fait ailleurs. Strasbourg gagne à l'extérieur, Lyon gagne, Monaco fait match nul contre City, Paris gagne, avec un nombre incalculable d'absents à Barcelone. Marseille gagne, ils en passent 4 à l'Ajax. Nice, ça perd 2-1 au Fenerbahçe. Non, franchement, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, t'es même plus énervé, quoi. C'est-à-dire que tu en ris et tu te dis, en fait, on va viser cette 36e place, puisque c'est apparemment ce à quoi on est fixé, on est attendu. Voilà, on va battre ce record, on va bien rire de nous, on va manger notre pain noir qu'on mange depuis quelques années, on va, on va faire preuve d'autodérision parce que de toute façon tu ne peux rien faire d'autre, tant c'est une catastrophe absolue notre niveau de jeu, hein. Parce que, encore une fois, perdre, c'est pas un problème, c'est-à-dire que ça fait partie du football. Tu tombes contre meilleur que toi, ou tu perds sur un match un peu braquage, ou tu as produit, etc. Bon, honnêtement, il ne faut pas être uniquement guidé par le prisme du résultat. Et c'est pour ça que Hez prolonge. Souvenez-vous, il y avait une citation, quelque chose qui disait ne pas être guidé uniquement par le prisme du résultat. Très bien. Je ne regarde pas les résultats. Ok, on a joué 10 matchs, on en a perdu 7. Je ne regarde pas les résultats, hein, mais quand même, permets-moi quand même d'être un peu inquiet, hein. 7 défaites en 10 matchs, hein, toutes compétitions confondues, hein. Il n'y a pas le feu au lac. Ok. Je regarde les matchs. Eh bien, c'est nul, en fait. Défensivement, offensivement, collectivement, tactiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc moi, je veux bien, hein.
être un peu plus dans l'analyse, etc., tenter de creuser là où effectivement on tomberait un peu dans la facilité. Mais aujourd'hui, on n'est pas bon. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. L'équipe note l'OGC Nice et Francaise comme d'une part la pire équipe de notre championnat en termes de notes, donc de notes individuelles de chaque joueur, et le coach comme le pire coach en termes de notes à chaque rencontre. Voilà, alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. L'équipe a peut-être une dent contre nous. Je considère que ça reste quand même un journal en France qui est le journal sportif sans doute le plus vendu quotidiennement. Mais surtout, tu as des observateurs qui sont neutres. Voilà, qui sont neutres. C'est-à-dire que des fois, tu te rassures un peu en tant que supporter de certaines choses. Là, tu es neutre. Mais tu es claqué en fait. Tu es absolument claqué et tu n'emmènes personne. Tu n'emmènes personne. Alors c'est bien beau les discours de Bocquet sur faut remplir le stade, on a réduit la capacité pour créer, on va dire, une certaine émulation autour de la rencontre. Voilà, que ce soit en fait les supporters qui viennent régulièrement, qui peuvent justement se permettre d'aller faire le match contre le Paris Saint-Germain ou faire une grosse affiche en Europa League parce que justement ils auront été présents sur les autres matchs. Non mais on se fout de la gueule de qui là? Non mais sérieusement. Enfin, avant de penser affluence, avant de penser marketing, avant de penser appropriation du stade par ses supporters, parce que c'est super sympa hein, les fresques, hein. Mais si tu as 15-20 000 personnes qui viennent, et j'ai beaucoup de respect pour ces 20 000 personnes, hein, mais si tu n'attires pas plus aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un problème. Et c'est justement parce que ton équipe n'inspire strictement rien, footballistiquement parlant. Elle n'inspire rien aussi dans le lien qu'on a avec les joueurs. On a l'impression que les joueurs, ça leur passe complètement à côté. Ils n'ont pas du tout cette mentalité nissarde, un truc dont on parle souvent, voilà, qui reste. Voilà, moi j'ai 30 ans, j'ai grandi avec des Pancho Abardonado, des José Cobos, des Cyril Roll, des mecs de caractère, des Flo Balmont, des Romain Pitot, des joueurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs, mais qui donnaient tout. Et aujourd'hui, on a franchi un cap, sportivement, c'est factuel. On s'est totalement embourgeoisé. On s'est embourgeoisé voilà, dans les instances. On s'est embourgeoisé dans nous, sans doute, peut-être nos attentes vis-à-vis de certaines choses. Peut-être hein, les supporters se sont peut-être embourgeoisés. Là, peut-être la nouvelle génération aussi qui n'a connu que eh bien, l'OGC Nice en Coupe d'Europe, c'est peut-être aussi embourgeoisé. Mais à quoi bon? À quoi bon lorsque tu vois aujourd'hui finalement la gueule de ce projet low cost qui ne mène strictement à rien. Je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, je dis simplement que euh, cette équipe, et même la communauté hein, de l'OGC Nice, du moins celle qui est présente sur Twitter, on est résigné. C'est-à-dire que normalement, à l'approche d'un gros rendez-vous en Coupe d'Europe, on devrait on devrait avoir hâte. On devrait se dire, allez, on va vivre une grande soirée d'Europe. Parce qu'on s'est fait chier pendant 34 journées à viser cette quatrième place, qu'on l'a mérité parce qu'on a eu les résultats pour viser cette quatrième place. Et en fait, non, c'est pas du tout ces sentiments-là. C'est des sentiments de crainte, de peur, de ah là, encore une bouillie qui va être proposée, des sentiments des fois de honte, voilà, de gênance absolue. Enfin, on est où là? Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible en fait de. Et encore une fois, je suis désolé pour les personnes qui écoutent ce numéro. J'avais prévenu qu'il y aurait peu de positifs sur ce match-là. Mais en même temps, ça vient justement, cette résonance européenne euh, vient pointer une défaillance collective, individuelle et structurelle par rapport au projet qui est aujourd'hui celui de Fabrice Bocquet, puisque c'est son premier projet sportif auquel il a contribué officiellement depuis qu'il est président.
Alors oui, hein, la feuille de route, elle a sans doute été validée, hein, et puis le cahier des charges a été sans doute bien ficelé, hein. Voilà, les finances sont sans doute au beau fixe. Ineos doit être très content de voir les finances aujourd'hui de l'OGC Nice avec la balance économique de cet été. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui finalement notre projet? Est-ce que notre projet s'articule uniquement sur le fait que Ineos mette le moins d'oseille possible pour qu'on soit, parce que c'était le terme employé par Fabrice Boquet, dans l'autosuffisance. Voilà, finalement c'est peut-être ça, hein, l'autosuffisance, hein. Acheter des joueurs à 5-6 millions, et puis voilà, croiser les doigts, et puis évidemment pour que ça puisse fonctionner, mais avoir peu de garanties. En parlant de Fabrice Boquet, je vais vous citer une de ses déclarations qui avait été celle fin août suite au tirage au sort. J'espère que je vais la retrouver, qui avait été RT. Je vais pas la retrouver. En gros, il dit quoi? Il dit que suite au tirage, voilà, l'objectif c'est top 24. L'objectif, voilà, c'est de bien figurer. C'est que voilà, les joueurs puissent se connecter avec les supporters, qu'il puisse y avoir en fait une aventure, quelque chose. Alors, c'est pas les mots exacts, mais une déclaration, mine de rien, assez ambitieuse, fin août, à quelques heures du mercato. Aujourd'hui, on en est où, quoi? Et aujourd'hui, qui est le capitaine à bord? À quel moment on va commencer à s'inquiéter? Voilà. Euh, je suis inquiet, et je pense qu'il y a de nombreux supporters, nombreuses supportrices aussi, qui sont inquiètes de la situation de l'OGC Nice. Voilà. On nous a quand même vendu un mercato Europa League. Voilà. Alors je veux bien, hein, qu'on fasse des capsules, des critiques à Francaise, parce que je pense que vraiment, il a aussi sa part de responsabilité, honnêtement. D'ailleurs, en parlant de Francaise, parlons de ses déclarations. Parlons de ses déclarations. Ça aussi, et là pour le coup, j'ai les déclats. Je vous les sors tout de suite maintenant. Flippant. Vraiment, attention, accrochez-vous bien. Il faut qu'on ait plus de justesse technique pour prendre des points face à ses adversaires. Alors, ok. L'eau ça mouille, le feu ça brûle. L'état d'esprit a été bon. Une des choses positives, c'est que l'équipe s'est accrochée. Voilà. Je voulais voir autre chose avec ce nouveau système. D'accord. Ces 2 défaites ne changent rien. J'ai envie qu'on gagne ce premier match en Europe. J'ai envie de cette première victoire. On la jouera à fond avec nos armes. Je suis là pour me battre, aider mes joueurs quand ils font le maximum comme ce soir. Vous savez ce que ça m'inspire? La culture du minimalisme. C'est-à-dire, vous avez un pot de confiture qui est quasiment vide. Vous essayez de le mettre sur une tartine. Vous tartinez le plus possible votre morceau de pain pour faire mine qu'il y en ait le maximum. Eh ben, c'est exactement la métaphore que m'inspire la déclaration de Francaise. Voilà, au bout d'un moment, il faut les secouer, les joueurs. J'espère grandement qu'il n'a pas tenu les mêmes propos dans le vestiaire, parce que honnêtement, voilà. Donc après, je me dis, est-ce que finalement, et c'est peut-être le cas, on s'est peut-être foutu de lui. On s'est peut-être foutu de lui par rapport aux ambitions, par rapport à tout ça. On lui a fait miroiter aussi une prolongation qui est arrivée fin août, et qu'il sait pertinemment que cette saison, il ne pourra pas faire mieux. Il ne pourra pas faire mieux, du moins aussi bien que l'année dernière. Parce que, voilà, on le sent quand même, assez... comme s'il savait pertinemment que son équipe ne pouvait pas produire plus. Voilà. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs dont il dispose sont dans les meilleures dispositions pour accomplir de bonnes prestations et qu'on ait de bons résultats? Ça reste une autre chose. Voilà.
Francaise l'a dit depuis qu'il est à l'OGC Nice, excusez-moi. Il n'a fait que s'adapter. Je pense qu'il arrive à un moment où, lorsque tu fais une grosse saison quand même en Ligue 1, que tu connais des périodes où tu as 13-14 blessés, où tu as quand même cette chance de jouer ce barrage en LDC, qu'on te fait un mercato de ce type-là, en fait, je pense que ça doit taper, ça doit lui faire du mal. Ça doit lui taper la tête, taper le système. Et voilà, de là à ce qu'il sabote le truc, je pense que ça reste quand même un coach professionnel qui est connecté avec son groupe. Mais très franchement, peut-il mieux faire aujourd'hui? Sans doute. Mais je ne suis pas sûr qu'en mettant un autre entraîneur, ça changera radicalement ce qu'on voit sur le terrain. Tant, en fait, on a une équipe qui est limitée. Voilà, c'est le cas. C'est une équipe qui est limitée. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Alors, j'ai pas fait de recherche statistique sur la rencontre, etc., sur les performances. Alors, honnêtement, je pourrais sortir du lot Tom Louchet hier soir. Alors, beaucoup de déchets, comme beaucoup. J'ai bien aimé son match. Je trouvais qu'il avait pris ses responsabilités, qu'il avait quand même de la personnalité. De bons centres, un bon pied, hein, toujours. C'est une de ses qualités. Je trouvais quand même qu'il avait fait un match intéressant. Voilà, il est sorti un peu du lot. Van Hout aussi, même si ça n'a pas été non plus grandiose. Il a vraiment ce profil voilà, de stabilisateur et de garant un peu de ce milieu de terrain. Mais le reste, où j'ai parlé des cadres, j'ai parlé de Klose et de Barre, mais parlons du match de Jérémy Boga aussi. Enfin, franchement, c'est. Je suis désolé, mais t'as l'impression que Boga, il joue sa partition. Coûte que coûte. Peu importe le scénario de la rencontre, peu importe qu'il soit entrant, qu'il joue depuis 75 minutes, peu importe. Lui, il est tête baissée à vouloir faire ses dribbles, à vouloir être à l'arrêt, à vouloir passer, à vouloir fixer. Franchement, le nombre de ballons, alors il n'a pas touché énormément, mais le nombre de ballons où tu te dis, allez, crée quelque chose, t'as les qualités pour, prends-le par surprise, prends-le de vitesse. Putain, mais il n'y a pas un moment où il se dit qu'il peut le surprendre d'une autre manière que en faisant ça, il est constamment arrêté. Et forcément, lorsque tu es à l'arrêt, tu as beaucoup moins de chances de prendre de vitesse un défenseur. Enfin, hier soir, il était face à Semedo, qui est quand même un défenseur latéral assez rapide. On aurait aimé peut-être le voir plus dans la zone de Skriniar. Combien de fois on l'a vu passer Skriniar? Pas une fois. Non, franchement, lui c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que je continue à penser que il a une qualité technique supérieure, mais c'est pas possible d'être autant finalement dans l'approche, autant individualiste, dans le style de jeu. Voilà. Tu sens que il ne peut rayonner que en faisant des exploits individuels. Mais dès qu'il s'agit de se connecter avec le reste de l'équipe, c'est très compliqué. Voilà, donc bon, ce match, vous l'avez suivi, et puis cette pensée globale autour du club, franchement, elle est très très embêtante, quoi. Enfin, on est résigné, voilà, on est résigné par rapport à notre club, et particulièrement inquiet. Donc j'ai parlé de beaucoup de choses, et on a parlé du match, on a parlé voilà, de la situation actuelle, et je m'excuse aussi pour ce manque de structure, et je m'excuse aussi pour les gens qui aiment bien les échanges avec d'autres personnes. Je vais pas vous le cacher, je préserve les habitués du Club Pancho. Je suis normalement voilà, très très ponctuel à envoyer des invitations, etc. Mais je me dis, mais à quoi bon les faire chier à venir parler de ça, tant c'est nul en fait. Tant c'est nul. Et puis, de notre côté, j'ai pas de demande. Hein. C'est-à-dire que vraiment, des deux côtés, il n'y a aucune envie. Voilà, il n'y a aucune envie de faire partager ça.
Et un dernier mot, alors deux mots. Deux mots. Le premier, Bertigno. Il est sur Transfer Market, la plateforme de référence euh, mondiale pour les transferts, etc. Il a son profil. Un truc de dingue. Bravo à lui. Voilà, ça n'avait strictement rien à voir, mais c'est un crack. Peut-être le crack de notre communauté. Donc je suis ravi pour lui. Je lui ai pas dit. Je vous le dis là-dedans. Je lui enverrai un message. Mais voilà. Donc trop content pour lui. Et le match de Monaco qui est prévu alors sans doute dimanche. Je vais regarder. Je crois que c'est dimanche après-midi. Je ne suis pas du tout à la page. Tout de suite, on est voilà 17h15 dimanche. Déplacement à Monaco. Vous avez vu le communiqué de la Populaire Sud qui ne fera pas le déplacement parce que le nombre de places allouées par le club est extrêmement réduit, qu'il y a des travaux actuellement au Louis II et bon, en guise de protestation justement la Pop Sud ne fait pas le déplacement. Voilà, alors il n'y a aucun doute sur le fait que le Louis II sera eh bien, plein de Niçois, mais il y aura sans doute beaucoup moins d'ambiance qu'avec la Pop. Euh, et puis bon, Monaco, tout un tas d'absents aussi. Enfin, je veux dire, on se dit d'un côté il y a énormément d'absents, il y a peut-être quelque chose à faire, et en même temps tu te dis putain, ça a l'air quand même d'être un match où voilà, t'as pas la Pop et tout, et en même temps c'est un derby, donc se lancer véritablement. Bon, je vais pas dire que j'y crois, mais c'est un derby, et bon, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas gagné à Monaco. Monaco, Digard, 3-0, peut-être. Donc ça remonte, hein, ouais, ça fait, ouais, non, 2 ans et demi, quasiment 3. Voilà, donc match dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'on va y attendre concrètement Je ne sais pas, peut-être un retour de Dante. Voilà. Si on a Dante, on a peut-être allé plus 50% de chances de faire un résultat, et encore. Mais voilà, donc écoutez, j'espère que ce numéro vous a plu, que des mots ont pu être mis sur des mots, MAUX, et que tout comme moi, vous refermez la parenthèse de cet horrible match, un de plus au compteur cette saison. C'est pas évident en ce moment de supporter ce club. Donc j'espère que dans votre vie de supporters, de supportrices, vous avez d'autres sources d'épanouissement, et que vous êtes équilibré, parce que si vous misez tout votre bonheur sur l'OGC Nice, eh bien je vous souhaite bien du courage. Prenez soin de vous, à très vite, et puis malgré tout, Issa Nissa. Ciao ciao.